Mélissa. Bonjour. Donc, c'est vraiment notre plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et surtout, tu es ancienne étudiante de télécom. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation et ton parcours professionnel ensuite? Bonjour Yeux, je suis ravie d'être là pour parler un petit peu de la crypto et de mon parcours. Donc ouais, j'ai fait l'école télécom après prépa, j'étais promo 2016. Donc c'était pas ici, c'était dans le 13e à l'époque. Et donc j'ai passé des très très bonnes années, tant sur le plan des cours qui m'ont vraiment beaucoup intéressée. Et le fait de pouvoir choisir ces parcours, ça m'a beaucoup plu. Et que sur le plan humain, où j'ai fait partie de clubs et j'ai noué des amitiés que je garde encore aujourd'hui. Donc ouais, c'était des bonnes années. En termes de parcours à Télécom, j'avais fait un parcours qui s'appelait Mitro, où c'était de l'algorithmique. Ça existe toujours. Ça existe toujours, ok, très bien. Et après, j'avais fait le parcours au calcul quantique. J'avais fait les trois et ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, c'était difficile de choisir après, à la fin, entre les trois. Mais je suis allée voir mon prof de crypto d'ici, qui n'est plus ici maintenant, mais il m'avait proposé de faire le master, le MPRI. Et donc voilà, j'ai fait ça. Après, en dernière année de télécom, je suis allée faire le MPRI. Et là, c'était l'année qui m'a le plus passionnée pendant mes études. C'était vraiment des cours hyper intéressants. Alors, c'est spécial le MPRI parce que c'est beaucoup des chercheurs qui viennent un petit peu présenter le monde de la recherche. La crypto, c'est pas forcément super structuré, mais vraiment, là, du coup, la question de faire une thèse n'était plus une question puisque j'étais sûre de vouloir faire une thèse après. Et donc après, j'ai fait un stage à Thales en cryptographie qui s'est très bien passé. Et j'avais réussi à avoir un financement pour faire une thèse ensuite avec eux. Mais j'avais une petite frustration du fait que le MPRI était à Paris et que moi, j'avais envie d'avoir une expérience à l'international parce que c'est vrai qu'à Télécom, c'est possible de faire des années Erasmus, des doubles diplômes, tout ça. Et c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, j'ai tenté, j'ai posé la question de savoir si je pouvais décaler le début de ma thèse. Et ça a été accepté. Et donc, maintenant, j'ai pu aller à San Francisco faire une expérience aussi de recherche en crypto dans une boîte qui s'appelle Rambus maintenant. Et donc, je suis revenue faire ma thèse. Alors, c'était financé par Thales à l'ENS et j'avais un directeur de thèse à l'ANSSI. Wow. Donc, c'était tripartite, la thèse. Ouais, ça dépend des profils, mais moi, ça me convenait bien parce que j'aime bien voir plein de monde et j'étais assez autonome, donc ça allait en termes de collaboration. Et après, du coup, j'ai soutenu ma thèse en 2020. En plein Covid. Et je suis, mon directeur de thèse qui était à l'ANSSI m'a proposé de rester pour faire experte en crypto dans le laboratoire de cryptographie de l'ANSSI, au sein de la division expertise. Et du coup, je me suis lancée. Donc, c'était une mission à la fois pour faire de la recherche, mais pour faire aussi d'autres missions de type un petit peu conseil ou vulgarisation, enseignement. Et donc, tout ça, ça m'a bien plu. Et après 5 ans à l'ANSSI, je viens de changer pour une entreprise privée, une petite entreprise privée de recherche en crypto aussi, qui s'appelle Crypto Expert, qui va me permettre d'avoir un peu de flexibilité pour pouvoir déménager pour un projet personnel. Tu as bien déterminé au début de poursuivre une thèse. Oui. Et c'est pas forcément toujours facile. Tu le sais, tu as aussi fait une thèse. Donc, en fait, il y a des moments qui m'ont vraiment plu dans la thèse. C'était les moments où on avait quasiment tous les résultats, où on a tout sur papier ou dans la tête, et le moment où on doit tout écrire sur papier. Et ça, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup transmettre et essayer de me mettre à la place du lecteur pour voir comment mettre ça en œuvre pour que ce soit le plus facile à comprendre possible. Et donc, c'est la rédaction des papiers scientifiques qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'était sympa parce qu'en plus, en thèse, moi, j'ai eu de la chance d'être dans des groupes de doctorants avec pas mal d'émulation. C'était toujours un petit peu des travails d'équipe où on comptait pas nos heures et c'était sympa. Et après, il y a eu des moments un peu plus difficiles et ça arrive aussi dans toutes les thèses. C'est quand on trouve un peu des erreurs dans les travaux qu'on a fait. Ou moi, ça a été particulièrement pour mon manuscrit de thèse que j'avais envoyé donc au relecteur. Et un des relecteurs a trouvé un argument qui ne s'appliquait pas et qui invalidait un certain nombre de choses dans la thèse. Donc, grosse sueur froide et là, c'était un peu difficile. Et donc, j'ai dû annuler la soutenance.
Ouais, et reprendre les sujets pour essayer de comprendre comment réparer ça. Et heureusement, avec des co-auteurs, on a réussi à trouver un argument qui s'appliquait. Enfin, il fallait modifier un théorème et ça remarchait. Donc heureusement, ça a pris 2 semaines de sueur froide, mais finalement, ça s'est bien fini. Et j'ai pu soutenir. Donc du coup, finalement, ça a été positif parce que j'ai pu soutenir entre les deux vagues de Covid. Wow. Donc bon, j'avais un masque, mais au moins j'ai pu soutenir en physique. Donc, Et ici à l'école, nous avons beaucoup d'excellents étudiants, mais Oui. qui hésitent de poursuivre ou pas une thèse. Ouais. Est-ce que tu as des conseils? C'était des super années. Là, le monde de la recherche. Après, faut être fait pour ça. Faut aimer avoir des nouveaux problèmes à regarder et aimer avoir des nouveaux challenges et repartir de zéro à chaque début de projet, en fait, finalement. Et ça, moi, j'aimais bien parce que, en plus, ce qui est motivant, c'est que c'est des problèmes qui n'ont jamais été étudiés. Donc, c'est hyper motivant d'avoir des nouveaux résultats, même si, bon, on n'est pas beaucoup à les étudier, mais... Ça dépend aussi du sujet de thèse. Oui. Donc, du coup, est-ce que tu peux parler de ton sujet de thèse? Oui, bien sûr. Donc, c'est un sujet qu'on étudie pendant 3 ans. Donc, à la fin, on le connaît bien. Et puis, on s'entraîne un petit peu aussi à l'expliquer à la famille et aux amis sans que ce soit trop technique. Donc, oui, moi, le titre fait un peu peur, mais c'était sécurité étendue des schémas fondés sur les réseaux euclidiens. Mais donc, ça fait partie du grand domaine de la cryptographie post-quantique. Et donc, la cryptographie post-quantique, c'est pour sécuriser les systèmes, donc tous les systèmes numériques, contre les attaquants de demain qui auraient potentiellement accès à des ordinateurs quantiques. Ordinateurs qui n'existent pas encore, donc c'est un petit peu de la science-fiction parce qu'on se protège contre quelque chose qui n'existe pas. Mais en fait, il y a tout un cadre théorique qui permet de pouvoir le faire, puisque même si les ordinateurs n'existent pas, les ordinateurs quantiques n'existent pas, on sait qu'il y aurait potentiellement certains algorithmes qui marcheraient. Et donc, en se basant sur les algorithmes sur papier qui existent, on peut essayer de se protéger et donc d'étudier des familles alternatives d'algorithmes cryptographiques. Et donc, la famille que j'ai étudiée, c'est la famille des réseaux euclidiens. Et donc, sécurité étendue, parce que j'ai étudié leur sécurité dans des modèles un peu plus pratiques, un peu plus étendus. Voilà. Oui, et tu as la chance qu'après la thèse, tu continues la recherche en cryptographie post-quantique à l'ANSSI. Oui. Et donc, comment on peut expliquer pourquoi des industriels comme Thales ou des services d'État comme ANSSI s'intéressent beaucoup à la cryptographie post-quantique? Or, les machines quantiques, on n'a pas encore vu. C'est une bonne question. Effectivement, les ordinateurs quantiques n'existent pas, mais ils pourraient menacer les systèmes dès aujourd'hui à cause des attaques rétroactives. Puisque si jamais nos données sont enregistrées ou on puisse y avoir accès pour une raison ou une autre, si dans quelques années, je ne sais pas, dans 10, 20, 30 ans, un ordinateur quantique existait, on pourrait retrouver rétroactivement ce qui s'est dit aujourd'hui. Et ça dépend des cas. Il y a des cas où c'est pas très intéressant de sécuriser pour dans 30 ans, mais il y a des cas très importants de sécurité, de haut niveau de sécurité nécessaire, par exemple pour les services de l'État, où on a envie que les données restent confidentielles pendant plus de 30 ans. Et dans ce cas-là, comme on n'a pas de certitude qu'un ordinateur n'arrivera jamais, on est obligé de se protéger en avance. Donc ça a été un petit peu ma mission à l'ANSSI de faire de la diffusion d'informations sur ce domaine de la cryptographie post-quantique pour expliquer ces attaques rétroactives et pour expliquer que même si les ordinateurs quantiques n'existent pas, il faut s'en prémunir dès maintenant. Concernant ta mission à l'ANSSI, et tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté et peut-être une anecdote. Ouais. Donc la mission à l'ANSSI, alors c'était aussi une très belle expérience parce que c'est un milieu un petit peu exceptionnel avec des chercheurs très pointus dans leur domaine et le tout avec des applications intéressantes comme sécuriser les systèmes de l'État et faire de l'analyse de sécurité sur des choses que l'on n'aura pas l'occasion de voir beaucoup. Donc voilà, j'ai fait de la recherche et ensuite j'avais des missions parallèles où c'était soit aider à la sécurisation de systèmes très sécurisés en amont, donc en regardant sur papier les algorithmes qui ont prévu d'être mis, soit en aval en regardant des produits qui existent déjà et en essayant de voir si on peut les valider le fait qu'ils sont à l'état de l'art ou pas. Donc voilà, j'ai eu plein de missions différentes. Et après, il y avait aussi une mission de formation et d'enseignement qui m'a quand même bien plu.
Et une anecdote un petit peu sympathique que j'ai eue à l'Annecy, ça a été, c'était pendant le Covid où les archives nationales nous ont contactés en nous disant que ils avaient des télégrammes chiffrés d'avant-guerre, donc vraiment des années 1940, donc entre les deux guerres mondiales. Et ils ne savaient pas quoi en faire parce qu'ils étaient chiffrés. Et donc, ils avaient envie de tout mettre à la poubelle. Et donc, on leur a dit non, on va aller voir. Et donc, on est allé voir et c'était très marrant parce que du coup, c'était des télégrammes chiffrés avec les méthodes des années 1940. Donc, c'était des mots remplacés, des lettres changées. C'était pas, parfois, il n'y avait pas toute la phrase qui était chiffrée, il y avait juste certains mots. Donc, c'était marrant. On s'est dit qu'on allait retrouver des pépites croustillantes sur ce qui se passait à l'époque. Et en fait, pas trop. C'était beaucoup de Madame a oublié son chapeau dans le bureau, un tel. Et donc, bon, c'était pas des messages capitaux, mais c'était sympa. C'était une mission rigolote, quelque chose que je pense je ne ferai pas ailleurs qu'à l'Annecy. Et concernant cryptographie post-quantique, tu peux partager un peu l'avis de l'ANSSI? Quand je suis arrivée à l'Annecy, le domaine n'était pas tellement encore très développé. Du coup, c'était ma mission. Donc, j'ai fait beaucoup de présentations en interne et en externe. J'ai publié donc bien sûr, avec l'aide du laboratoire de cryptographie et de la sous-division de manière générale, pour publier des avis scientifiques sur qu'est-ce qu'un ordinateur quantique, quelle est la menace et qu'est-ce que l'on recommande, et notamment le principe d'hybridation, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui est de combiner de la cryptographie actuelle, donc la cryptographie qui n'est pas sûre contre les ordinateurs quantiques, avec de la cryptographie post-quantique. C'est une nouvelle cryptographie, mais qui peut avoir des failles puisqu'elle est nouvelle. Et en cryptographie, on n'aime pas trop les algorithmes très nouveaux, parce que ça veut dire que pas beaucoup de monde ne l'ont étudié. Donc, l'idée, c'était de combiner les deux. Et c'est ça que j'ai essayé de promouvoir dans la position un petit peu de l'ANSSI. Ensuite, après, on a suivi un petit peu l'actualité. Et maintenant, du coup, je suis partie de l'ANSSI la semaine dernière. Le domaine a été pris par beaucoup de monde. On a une équipe, je ne sais pas, d'une vingtaine de personnes maintenant, pas que en scientifique, mais pour tout ce qui est assistance aussi aux entreprises et communication, tout ça. Et donc, je suis contente. Je pars avec le sentiment du devoir accompli de l'ANSSI. C'est intéressant, c'est sur la transition post-quantique. Oui. Donc, l'avis de l'ANSSI, ça recommande de s'orienter vers une solution d'hybridation. Oui. Tandis que les autres pays, comme aux États-Unis, en Australie, ils recommandent plutôt une solution post-quantique. Comment vous pouvez expliquer la différence et est-ce que ça peut poser des problèmes pour la communication du futur si chacun des pays qui utilise une autre différent type de protocole? La cryptographie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un côté négociation internationale qu'il faut, surtout si on travaille dans des services de l'État, et du coup, on se heurte à des divergences d'avis avec les autres pays. Donc, c'est à la fois très intéressant, très stimulant, et un petit peu frustrant parce que on est souvent convaincu de notre point de vue. Et donc, on a travaillé donc avec les homologues, les cryptologues qui ont le même poste que moi dans les pays européens, donc Allemagne, Suède, Espagne, etc. On s'est mis ensemble, on a essayé de s'accorder déjà entre nous, et une fois qu'on était d'accord, d'essayer de peser un petit peu contre l'avis des Américains, qui n'est pas incompatible. L'idée des Américains, c'est de quand même faire confiance à la cryptographie post-quantique et de ne pas rajouter de sécurité supplémentaire. Et donc finalement, on a un petit peu réussi dans le sens où ils ont fini par dire que ça ne les dérangeait pas qu'on mette cette double sécurité. Et qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à acheter des produits qui auraient ça. Donc finalement, les industriels, s'ils veulent vendre leurs produits en Europe et aux États-Unis, s'ils ne veulent pas se fermer un marché, ils sont obligés de faire de l'hybridation. Et donc finalement, c'est pas incompatible et on a cette solution. Et je perds pas espoir que l'avis américain revienne sur des positions un peu plus frileuses sur la sécurité. On ne sait pas. Alors, il y a un risque qu'on suive les normes sélectionnées par NIST, c'est l'organisme américain. Est-ce que, d'après toi, c'est l'Europe et la France
France doit également envisager des normes particulières. On a des très très bons schémas. C'est comme tu as une cote des schémas de signature Raccoon qui est vachement bien apprécié par la communauté. Pourquoi pas choisir? Ces schémas-là, c'est pas retenu par NIST, par exemple. Mais... Ouais, c'est une bonne question. Et puis, c'est un problème difficile de savoir quelle est notre place en termes de rayonnement international sur la standardisation d'algorithmes cryptographiques. Jusqu'à présent, ça a toujours été le NIST, donc un organisme de standardisation américain, qui a lancé ces campagnes pour choisir des algorithmes de cryptographie. Et c'est vrai qu'en France, il y a quelques initiatives, mais il n'y a pas eu d'alternative. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas forcément, puisque c'est vrai que le NIST a ce rayonnement qui nous permet on peut aussi bénéficier de ce rayonnement. Et la campagne de standardisation est assez saine finalement, puisque ce sont des cryptologues du monde entier qui soumettent des algorithmes. Donc d'ailleurs, les gagnants des campagnes précédentes, ça a été des Belges, les équipes pour l'AES et pour Chat3. Donc, le fait que ce soit du monde entier, ça stimule un petit peu la communauté internationale. Et donc, les campagnes de cryptanalyse sont très intéressantes. Il se passe beaucoup de choses. C'est un monde en effervescence. Et donc ça, c'est vrai que le domaine de la crypto, je ne peux que recommander à des étudiants de venir dans ce domaine, parce que c'est vrai que c'est très technique, mais quand on est dedans, c'est très stimulant, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui arrivent et de contre-mesures. Et puis après, on s'amuse à faire des challenges entre nous. Donc, il y a des challenges d'attaques. Enfin, c'est très stimulant. Et certains pensent que la transition post-quantique pourrait jouer un rôle comme un vaccin. C'est pour calmer peut-être les développements des attaques quantiques au futur. Penses-tu que c'est bon? Je ne sais pas. Pour cette question, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que le fait de se protéger en amont de la menace, j'ai l'impression que ça ne discrédite pas la menace, surtout que c'est pas que, en fait, il n'y a pas que la menace sur la cryptographie, il y a aussi plein d'autres applications à l'informatique quantique qui seraient atteintes, même peut-être avant, donc en biomédecine, en météorologie, enfin voilà, il y a beaucoup je pense qu'il y a même des applications que l'on n'a pas vues, des applications positives scientifiques que l'on n'a pas vues. Donc j'ai du mal à croire que les grands groupes comme IBM et Google arrêteraient la recherche sous prétexte que ça ne peut pas casser la crypto. Enfin, j'ai l'impression que ça ne joue pas vraiment un rôle de vaccin. Et après, bon, pour ceux dont l'objectif était vraiment de casser la cryptographie, ça fait un petit peu une économie pour le climat, parce que ça coûte quand même cher en termes de consommation de courant de faire tous ces algorithmes. Donc si l'objectif était seulement ça, c'est pas plus mal que ça s'arrête. Je sais pas, c'est un avis personnel. Et on parle toujours également que l'IA, l'intelligence artificielle, et la quantique sont considérées comme des technologies du futur. Mais on voit que l'IA, il y a beaucoup de risques. C'est d'exploiter, de collecter et de traiter des données personnelles. Et la quantique, est-ce que ça va amplifier ces risques ou ça peut plutôt nous aider de contrer ces risques pour protéger mieux la privacy? Pour l'instant, l'interface entre l'IA et le quantique est floue dans ma tête, et puis je pense dans la tête de beaucoup de monde, puisque il n'y a pas vraiment eu d'intérêt. Enfin, si, il y a peut-être des algorithmes qui permettent d'être améliorés grâce au quantique, mais on n'en est qu'au balbutiement, et donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. On a vu très récemment des avancements significatifs, par exemple ceux de Google, et ça, on voit publiquement. Mais peut-être il y a des développements derrière des gouvernements qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il y a des risques que les machines quantiques existent déjà? Développer un ordinateur quantique, ça coûte très cher. Et donc, c'est très, très, très peu probable que quelqu'un arrive à le faire dans son garage. Mais de là à ce qu'il y ait des grands groupes ou des grandes entités qui essayent de le construire, j'en sais pas plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes
qui travaillent dans ce domaine? Alors non, pas tellement. C'est un problème. Oui, j'ai vu le nombre de femmes, de collègues féminines diminuer au fur et à mesure que j'avançais dans les études. Donc en prépa déjà, on était peu nombreuses. À Télécom, j'ai l'impression que ça allait, mais parce que comme il y a beaucoup de monde, j'ai réussi à avoir quand même pas mal de copines féminines. Mais après au master, en fait, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et en crypto, j'étais la seule. Donc c'était pas pratique parce que, une femme dans un amphi, ça se voit. Et du coup, quand je n'étais pas en cours et que je revenais au cours d'après, on me disait vous n'étiez pas là. Si j'avais été un homme, on m'aurait pas dit ça parce que j'arrivais moins. Je peux pas me camoufler quoi. Donc ça. Après en thèse, très peu aussi. Et après dans la communauté. On est peu, on essaye de faire un maximum de choses pour être attractif. J'ai vu, il y a beaucoup des activités. Oui, on a un groupe Crypto Women. Tu penses que c'est des bonnes initiatives? Oui, c'est des super bonnes initiatives. Et puis, ça permet d'activer un petit peu la sororité dans ce monde de la crypto, même si on est quand même entouré de gens assez bienveillants. Mais la mixité bénéficie à tout le monde, hommes comme femmes. Et donc, je ne peux qu'encourager les jeunes filles à venir dans ce domaine. Surtout qu'il n'y a pas d'histoire de discrimination positive ou quoi que ce soit, puisque, en fait, il y a la place pour tout le monde. Au contraire, si jamais on avait le luxe d'avoir un garçon et une fille qui avaient les compétences pour un poste, on prendrait les deux, ça serait le jackpot. Mais en général, on est souvent sur 0. Donc... il n'y a pas de concurrence et tout le monde est bienvenu à partir du moment où on est intéressé et on a envie de se lancer. D'accord. Donc, une dernière question. Donc, tu vas bientôt rejoindre le startup Crypto Expert. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous ta mission? Du coup, j'ai rejoint cette entreprise il y a une semaine, donc c'est tout frais. Ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir continuer la recherche. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en fais plus de la moitié de mon temps. Donc ça, je vais pouvoir continuer, encadrer des doctorants, des stagiaires. Et après, j'aimerais continuer les formations et la vulgarisation un petit peu, puisque c'est quelque chose aussi qui me plaît, de transmettre les sciences et l'enseignement, ça me plaît de plus en plus. Et après, à Crypto Expert, ils me proposent des missions de conseils divers ça peut être aider à la conception d'un protocole ou analyser la sécurité d'un protocole. Et donc ça aussi, en fait, c'est intéressant de voir tout ce qui se fait et d'avoir un petit peu ce point de vue industriel qui sera, je pense, légèrement différent de l'ANSSI, puisqu'à l'ANSSI, c'était beaucoup sur des acteurs sensibles, tout ce qui était militaire ou algorithmes gouvernementaux. Là, ça va être plus dans le monde civil, entre guillemets, donc avec des choses différentes. Donc, je pense que ça va me plaire et je suis contente de voir autre chose. Merci beaucoup, Mélissa. Et donc, tu es toujours bienvenue chez Télécom pour partager avec les étudiantes de Télécom. Et on espère que te revoir bientôt. Merci beaucoup.